Allez-vous, messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masa al-khair. Good afternoon, everyone. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et marhaba, bienvenue, welcome, benvenido à nos chers panélistes pour donc cette session autour de cette communauté de destin politique, économique et footballistique Maroc, Espagne, Portugal. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui. En tant que Marocaine, autant vous dire que je suis très émue de parler de ce sujet qui émeut des millions de Marocaines et de Marocains comme moi. C'est un rêve qui devient réalité. Je voudrais juste commencer, avant d'introduire nos très chers panélistes très distingués, je voudrais commencer par un extrait du message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de la remise au souverain du prix de l'excellence de la conférence africaine de football pour l'année 2022. Je cite, « Sans précédent dans l'histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction entre l'Afrique et l'Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre les mondes africains, arabes et euro-méditerranéens. » Fin de citation. Et je voudrais aussi... on a tendance à oublier un peu et les émotions s'estompent avec bien sûr toute l'actualité internationale et les polycrises que nous traversons. On a tendance à oublier l'euphorie. L'euphorie de ce 27 septembre, rappelez-vous, quand l'annonce de l'attribution de l'organisation de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, par le Maroc. C'était le 27 septembre, donc la décision est tombée de la CAF. Et une semaine plus tard, le 4 octobre, ce fut l'apothéose de la joie. Le Maroc, aux côtés de l'Espagne et du Portugal, accueilleront, Inch'Allah, en 2030, la Coupe du Monde de football. Et nous vous en parlons aujourd'hui. Et permettez-moi d'abord de présenter nos panélistes. Je vais commencer par son Excellence, Monsieur João Paulo Correia, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport de la République du Portugal. Dans le passé, il était député à l'Assemblée de la République entre 2009 et 2011 et président du conseil d'administration du club de football Oliveira do Douro en 2012 et 2018 et vice-président du groupe parlementaire PS entre 2015 et 2022. Benvenido, Excellence. À ses côtés, Abdou Diop, Managing Partner de Mazars Audit et Conseil, et aussi, bon, rappelons quand même que ça fait presque 3 décennies qu'il conseille, qu'il accompagne les gouvernements, mais aussi les entreprises d'intérêt public, les bailleurs de fonds aussi, et c'est Monsieur Commission Afrique, il est président de la Commission Afrique à la CGEM marocaine, qu'on peut applaudir, mesdames, messieurs. Patrice Ribaton, président et fondateur du comité de développement de l'industrie du sport dans le métaverse. Nous aurons certainement des questions à vous poser là-dessus. Vous enseignez également le management sportif, c'est très demandé aujourd'hui. Et je sais qu'au Maroc aussi, c'est une spécialité qui commence beaucoup à attirer la jeunesse et les jeunes étudiants. Yves Werly, bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance et un expert international sur les aspects juridiques, entre autres liés au sport. And last but by no means least, à ma gauche, Siti Hamil Ghorfi, président de l'ESCA. On peut applaudir à nouveau. Est-ce qu'on peut applaudir le Maroc, le Portugal et l'Espagne d'accueillir quand même la Coupe du Monde 2030? Un peu de positif, un peu de... On en a tous besoin et vraiment, encore une fois, je suis très émue de modérer ce panel autour de ce rêve commun. Je vais à présent switcher en anglais. Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur Correia. There is a famous Portuguese quote that says, "Our union makes us stronger." This is Portuguese. And there's something like this in Arabic as well, and just maybe to recall the rich and very old history between
the Kingdom of Morocco and Portugal. And actually this year, 2023, marks the 250th anniversary of the peace treaty, as well as the 30th anniversary of the Treaty of Friendship, Good Neighborhood and Cooperation, which unites the two countries. But most of all, let's remember the Portuguese language has a lot of Arabic words, thousands of Arabic words. Almeida, which is the table, Alferes, which is the horseman, and the list is very long. I'm not annoying you with this, but it's always important to recall history so that we can see clearer in the future. So how do you think these bonds, these historic bonds, would lead to a historic organization of the World Cup in 2030? Thank you. In first place, I want to thank Amadeus Institute for the invitation and say to you it's a great pleasure to me be in Morocco and participate in Midays. Portugal and Morocco have an historic relation and cooperation. 6 months ago, on 12 May, Portugal and Morocco raised bilateral cooperation to the level of strategic cooperation. Was the 14th high-level meeting between the two countries. And the documents cover areas such as civil protection, women's rights, and non-discrimination. The Portuguese Prime Minister emphasizes that 250 years of peace serve as a guarantee of security and trust between all. It is clear that the joint organization of the World Cup has already contributed to the deepening of bilateral relations. Thank you. Which is very positive indeed. And if there is something that our two people share, is the unconditional love of football. The Portuguese, just like the Moroccans, we are nations of football. Senegal as well. Abdou Diop. Do you have the headphone for the translation, Mr. Secretary? Yes, I have, but I okay, understand so I will French. switch up. You understand French? Autant pour moi. A lot of surprises. Donc, Abdou, bon, cela fait un an, et je le disais tout à l'heure, on disait ça un peu plus tôt en discussion, cela fait à peine un an, un peu plus d'un an que l'aventure des Lions de l'Atlas avait commencé et s'est terminée avec brio au Qatar. Et depuis, bien des étapes ont été franchies. Je ne vous demanderai pas la rétrospective, n'est-ce pas? Mais je voudrais revenir avec vous. Encore, j'ai commencé par citer ce message très fort de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à Kigali. C'était en mars 2022. Il y a une partie aussi qui parle de la confiance inébranlable en notre continent africain, en ses jeunes et en ses capacités. Et il faut mettre en place les conditions propices. Comment, selon vous, justement, ou peut-être quel est le top 3 des conditions propices pour donner sa voix à cette jeunesse africaine, grâce aussi à cette expérience que nous avons vécue depuis la Coupe du Monde au Qatar en 2022, fin 2022. Merci beaucoup pour cette question, Khadija, et ça fait plaisir d'être dans ce panel en tant que sportif et amateur de sport, d'en parler de manière intellectuelle, ça change un peu, c'est bien. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le sport est un enjeu très important pour le continent, pour cette jeunesse. Pourquoi? Parce que d'abord, fixons le cadre, hein, un continent avec plus d'1,2 milliard habitants, la moitié jeunes, moins de 20 ans, avec bien sûr des enjeux très importants d'immigration, de désespoir, etc. Donc aujourd'hui, le football joue un rôle multiple. Le premier rôle, c'est d'abord le fait de
donner espoir, de redonner confiance au continent. Je pense que l'un des éléments marquants de cette aventure des Lions de l'Atlas, c'est comment ça a redonné une fierté à tout un continent et donc à toute une jeunesse. Donc ça, c'est vraiment important. Recroire au continent, recroire en l'avenir du continent. Ça, c'est un élément majeur. Deuxième élément, c'est que ça a redonné confiance en beaucoup de dirigeants sur le pouvoir d'union du sport, le pouvoir d'unité du sport. Aujourd'hui, le sport est un vrai vecteur d'unité nationale et d'unité continentale. Et c'est très important dans des périodes de crise où on se ressoude autour de quelque chose, autour d'une ambition commune, autour d'un objectif commun. On l'a vu avec les Lions de l'Atlas, on l'a vu avec les Lions de la Teranga du Sénégal, c'est vraiment un ciment. Et lorsque, en plus, on a comme ça une compétition mondiale qui est organisée par, entre autres, un pays africain, c'est aussi un ciment entre les peuples, parce que ça va entraîner beaucoup de choses. Hein, parce que cette Coupe du Monde, la plupart des pays du continent la ressentent comme leur Coupe du Monde. Et en plus, avec cette dynamique très importante que le Maroc joue dans la géopolitique africaine, je pense que ça va être vraiment une Coupe du Monde de la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, moi, je vois très clairement le nombre de personnes de différentes contrées du continent africain qui sont en train de me parler de cette Coupe du Monde, de comment cette Coupe du Monde va leur permettre de découvrir le Maroc. C'est vraiment un enjeu majeur de cohésion du continent, de recroire en ce continent, et il faut qu'on en tire tous les avantages, surtout dans un contexte où, quand on le voit, l'économie du sport est partout à travers le monde un élément important du PIB, qui va de 3 à 5% du PIB dans beaucoup de contrées. En Afrique, on est à 0,5%. Donc il faut qu'on puisse remettre le sport dans les stratégies nationales, dans les politiques publiques, et ça en fait partie. Je pense qu'on a vu tout ce que l'organisation de la Coupe du Monde va générer comme enjeu économique, et là, ça va aussi permettre de remettre le sport dans le cœur des politiques publiques, non seulement au Maroc, mais dans beaucoup de pays du continent. Et ça veut dire aussi, on le dit, on a toujours tendance à le dire, la force du continent, c'est sa jeunesse. Sauf que cette jeunesse, dans le sport en particulier, souvent c'est le produit du sport, mais sauf qu'il est exploité à l'international. Aujourd'hui, tous les plus grands joueurs des championnats mondiaux sont des joueurs africains. Ils ne sont pas exploités par le continent africain, ils sont exploités par d'autres. Aujourd'hui, on ressent les choses. La NBA a investi plus d'1 milliard de dollars sur le sport en Afrique. Cette Coupe du Monde va générer beaucoup de choses, bien sûr avec la CAN aussi qui vient. Et donc, ça va permettre d'une part de redonner espoir à la jeunesse dans son continent, deuxièmement de créer ce ciment entre les peuples, et troisièmement de remettre le sport au cœur des politiques publiques au niveau de l'ensemble du continent, et donc d'en faire un vrai levier, parce que ça fait partie des leviers de développement que le continent a aujourd'hui à portée de main, que ce soit le sport ou de manière plus globale, toutes les industries culturelles, créatives et sportives. Alors vous avez justement mis en lumière l'importance des politiques publiques. Samir Ghorfi, juste avant justement de parler de l'organisation, des challenges de cette organisation et de gérer un tel événement. Il faut rappeler que c'est quand même assez unique dans l'histoire de l'organisation de la Coupe du Monde, que ce soit 3 pays qui co-organisent qui co-organisent ce genre d'événement. Mais Samir Ghorfi, donc quand on parle de politique publique, il est clair que bon, Rome ne s'est pas construite en 8 jours, et le Maroc s'y est attelé déjà depuis quelques années. Oui, tout à fait. D'abord, je pense qu'il faut se dire que ce n'est pas un hasard qu'on en soit là. Ben oui. C'est un processus long, et il faut que nous ayons en tête que l'équipe de foot est ce qu'elle est, parce qu'il y a un centre de formation, Mohamed VI, qui a été installé, qui a des moyens, et nous avons fait de la formation quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire qu'on prend une activité sportive en tant que telle et on se donne les moyens pour pouvoir l'ériger comme une activité pleine avec tout l'écosystème qui va avec. Mais le Maroc, ce n'est pas seulement le football, pour parler de politique publique et répondre à la question. C'est
des activités de longue date dans le domaine du cheval, qui permet au Maroc d'avoir une reconnaissance à l'échelle internationale. Le Maroc, c'est une visibilité mondiale des équipements et de l'accompagnement dans le domaine de l'athlétisme, même si ces dernières années, les résultats ne sont pas là, mais la pépinière est en cours. Et donc, nous avons réussi pendant de longues années. Et donc, on a compris que le champ de l'athlétisme pouvait être aussi... Alors, j'ai donné ces 3 exemples pour dire que, évidemment, les politiques publiques doivent être engagées, et le sont, en ce qui nous concerne. Et le fait d'arriver à ce résultat, ce n'est pas un hasard. Je voudrais aussi préciser que ce n'est pas un hasard parce qu'au Maroc, on a une sorte de mauvais caractère. Nous sommes des têtus. Ce n'est pas parce qu'on nous retoque à une première candidature qu'on s'arrête. On a été retoqué à 2 reprises et je suis remonté dans l'histoire pour essayer de comprendre quand est-ce que le Maroc a eu de l'appétit pour organiser une première Coupe du Monde. Ça remonte aux années, fin des années 70, début des années 80. Et je me disais, oulala, déjà à l'époque, on voulait organiser des grandes compétitions mondiales. Aujourd'hui, le Maroc, on le sait, depuis un certain nombre d'années, accueille de grandes compétitions internationales dans le domaine du sport, dans le foot en particulier. Les infrastructures ont été là. Souvenons-nous, lorsque le Maroc, face à l'Afrique du Sud, n'a pas été retenu, la décision était prise de réaliser les stades. Ça veut dire que les politiques publiques ne se disaient pas on attendra que ça vienne pour qu'on ait de quoi faire des stades et on fera des stades. Et c'est ça la politique publique. Les politiques publiques, c'est prendre les risques, se donner des moyens, accompagner les populations et faire du sport, comme disait Abdou Diop il y a quelques instants, un vrai écosystème, quelque chose qui est complètement ancré dans la population. Et on le sait, le sport, c'est une activité purement humaine, purement sociale. Et quand dans un pays, le sport est présent, l'épanouissement est présent. Alors, je voudrais compléter ma réponse sur un autre volet, qui nous ramène à notre sujet, qui nous réunit aujourd'hui, sans défricher ce qui va venir après. Moi, ma grande fierté, ce n'est pas ce qu'on a réalisé jusqu'à présent, c'est ce à quoi nous sommes arrivés. Nous sommes dans une situation géographique où la légende dit que dans les travaux d'Hercule, il fallait qu'il ramène je ne sais plus quoi en Grèce à l'époque, et il avait poussé les 2 colonnes et fait en sorte à ce que au niveau du détroit de Gibraltar, on ait repoussé ou séparé les 2 continents. Bon, c'est la légende. Si cette légende qui vient des travaux d'Hercule est vraie, ou en tout cas c'est une légende, prenons-la en tant que telle. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que bien au-delà de ce que l'humanité a pu porter, il y a des réalités qui sont là. Le Maroc a un destin puissant avec le sud de l'Europe, qui est marqué par une histoire commune, qui est marqué par des populations et des brassages de populations. Merci d'avoir rappelé les mots, parce que le langage qui est utilisé des uns chez les autres montre à quel point ce brassage existe. Alors, il y a beaucoup de mots de la langue arabe qui sont utilisés dans la péninsule ibérique, mais il y a beaucoup de mots de la péninsule ibérique qui sont utilisés dans la Darija marocaine et qui font partie de notre vie quotidienne. In fine, Et spécialement dans la région nord. Hein. Absolument. Oui, mais dans la région nord, il y a une spécificité, c'est que les gens sont Barça au Real et ils se posent des questions tous les jours, qui va gagner, quelle équipe va gagner chez les uns et les autres. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus puissant ici sur la relation à l'Espagne. Monsieur le secrétaire d'État, il y a aussi des gens au Maroc qui s'intéressent à ce que fait Braga ou le Sporting de Lisbonne. Donc, on suit aussi le football. Qui sont aussi Cristiano Absolument. ou Messi. Absolument, qui sont Cristiano ou Messi, et ça existe aussi chez nous. Alors, évidemment, tout ça, ce sont des symboles. Mais la réalité, c'est que notre destin est un destin commun. Et le monde, comme on le voit aujourd'hui, dans toutes les difficultés, dans la multipolarité qu'il présente, nous rappelle que des pays qui ont su bâtir une relation basée sur la paix, basée sur l'amitié et la fraternité, peuvent amener leurs différences dans des projets communs. Et je vais conclure en disant, j'avais la fierté le 15 mars dernier d'animer une grande rencontre sur les investissements et l'environnement d'investissement au Maroc, à Rabat. Et la veille, il y a eu cet événement au Rwanda et où la candidature a été annoncée.
Eh bien, je vous assure que j'ai commencé mon introduction en disant que ce que j'avais vécu. J'avais passé la nuit à rêver, la nuit du 14 au 15 mars, à rêver. Et à rêver tout simplement qu'il fallait que je puisse m'occuper pour trouver des places de football en 2030 pour mes enfants, mes amis et moi-même dans les différents stades entre la partie ibérique et le Maroc. Et aujourd'hui, quand on a eu la réponse, eh bien, je suis déjà en train d'attendre à prendre ces places et ne plus être en situation de rêve, mais à me préparer pour pouvoir aller vivre cet événement qui nous touchera collectivement. Inch'Allah. Absolument, qui touchera tellement de secteurs. On parle bien évidemment du tourisme, mais pas que, les infrastructures, le BTP, vous avez parlé d'investissement. Quel meilleur argument pour attirer des capitaux étrangers, des investissements étrangers que cette confiance du monde entier à un pays, à 3 pays en fait, pour accueillir un tel événement planétaire. Alors, il y a ces points-là. Sur Bâton, donc votre spécialité à vous, c'est le management sportif. Et puisqu'on parle d'une édition inédite qui marque le centenaire hein, de la Coupe du Monde, quels sont d'abord, j'ai envie de dire, les points positifs? Bien évidemment, on en a cité quelques-uns, qui se basent d'abord sur des partenariats historiques très forts, des bonds very strong. Il y a aussi quelques challenges, peut-être, pour l'accueil de ce genre d'événements sur 3 zones géographiques, aussi proches soient-elles et aussi proches dans le sens propre comme figuré. Quels sont ces challenges et quels sont les moyens dont disposent ces pays pour dépasser, hein, n'est-ce pas, ces challenges? Avec le micro, c'est mieux. Permettez-moi d'abord de vous remercier de votre accueil et de vous signaler que si, vous l'avez dit, vous avez accueilli la décision de cette organisation 2030 tripartite, on va le dire, de cette Coupe du Monde en Afrique et bien sûr au Maroc et dans vos pays respectifs d'une très belle façon, c'est, je crois, aussi une émotion internationale, vraiment, de voir le Maroc, qu'il mérite tant sportivement, mais qu'il mérite tant au niveau de son peuple, accueillir ce qui est finalement le plus grand événement mondial. Donc je tiens vraiment à vous applaudir une nouvelle fois. Le plus grand événement mondial, si vous voulez, parce que j'en parlais avec mon compatriote tout à l'heure, il y a 2 grands événements qui comptent. On appelle ça des GESI, des grands événements sportifs internationaux. Il y a bien sûr les Jeux Olympiques, et puis il y a peut-être le plus grand au niveau médiatiquement, j'entends, c'est-à-dire la Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde de football, c'est bien sûr une compétition sportive internationale, c'est le plus grand média du monde. La Coupe du Monde de football, vous voyez, la dernière qui a eu lieu au Qatar, elle réunit 5 milliards 400 millions de personnes qui ont pu la regarder. C'est à peu près 3 500 000 personnes dans les stades, mais 5 400 000, 5 milliards 400 millions sur la planète, c'est un humain, 6. Donc c'est le moyen, l'opportunité, on parlait tout à l'heure de levier, permettez-moi de parler de tremplin pour un pays, pour une zone régionale, effectivement, d'exercer un leadership international, de se positionner à une tribune internationale, mais d'une manière qui réunit tout le monde, puisqu'il s'agit d'une manière sportive. Or, connaissez-vous quelque chose, hélas, qui réunisse autant de monde? Le football. Économiquement, je vais en dire 2 mots parce que ça compte, hein, ça nous fait manger. Économiquement, le football dans le monde, c'est à peu près 800 milliards de revenus de chiffre d'affaires. Ça veut dire que si le football était une nation, ça serait la 20e nation du monde, grosso modo. C'est quelque chose qui nous touche tous. En ce qui concerne effectivement cette triple organisation, j'allais dire africo-européenne, parce que c'est ça qu'il s'agit, elle symbolise bien sûr un rapprochement. Un rapprochement de l'Europe par le Sud. Et tout à l'heure, j'assistais effectivement à une conférence où on situait un bilan qui est parfois négatif, effectivement, entre l'Europe et le Maroc et l'Afrique du Nord. Et là, je crois que nous avons la chance de nous réinventer un avenir, si vous voulez. Un avenir interne, un avenir externe, puisque une Coupe du Monde de football, effectivement, je vous disais, le plus grand média du monde, hein, si c'est une communication de l'ordre de 25 milliards, hein, pour situer quelques chiffres. C'est une campagne de publicité, une promotion pendant un mois qui équivaut à 25 milliards de dollars ou d'euros. Bon.
fédération déjà fédérée en interne, puisque c'est de l'urbanisme, c'est de la structure, c'est de la formation, c'est de l'enseignement, ce sont des nouveaux métiers, c'est du tourisme à court terme, mais quand on est le Maroc, quand on est déjà une marque internationale de tourisme, de lumière comme le Maroc, qu'on se marie avec un binôme qui s'appelle Coupe du Monde, vous voyez, une marque internationale plus une marque internationale positive, qu'est-ce que ça peut donner ? On attend vraiment. Donc je dis, urbanisation, structuration, formation, enseignement, bien sûr environnement, hein, environnement, développement sociétaux, et puis partager avec d'autres pays, et puis en externe, eh bien, il y a une constellation en 3 axes hein, qui est simple, c'est le plus grand média mondial, donc leadership médiatique, qui amène forcément, effectivement, une position diplomatique première sur la carte planétaire, et qui entraîne évidemment, et on en parle quand même parce qu'il faut en parler, eh bien une position de développement économique qui est vraiment essentielle et qui est prometteuse. Alors, pour conclure, hein, je vais pas, mais je crois qu'effectivement, on parlait tout à l'heure d'une verticalité entre l'Europe et l'Afrique. Une Europe qui est parfois un petit peu à l'Est, j'allais dire à l'Ouest, moins à l'Ouest qu'à l'Est, mais vous savez, oui, il y a beaucoup de choses à dire, on pourrait en parler des heures, mais je crois que c'est une chance unique de construire, d'envisager un avenir avec nos amis, les pays du Sud européen, mais je vous dis, l'émotion dépasse le Sud européen. Donc, encore une fois, bravo. Merci. Merci, M. Ribaton. Oui, on peut applaudir cette passion avec laquelle vous, justement, exprimez votre ressenti par rapport à cet exploit d'accueillir à Troyes, entre l'Afrique et l'Europe, cet événement important, le plus important, il me semble quand même, qui reste en termes de record, ce sont les Jeux Olympiques. Peut-être que... Alors, oui, en fait, les Jeux Olympiques, ça réunit médiatiquement 4 milliards sur la planète. Très bien. Là, la Coupe du Monde, c'est 5 milliards 400 millions. Voilà la précision. Évidemment, il ne s'agit pas de juger juste pour faire une éthiquement. transition, mais bon... C'était pour faire la transition vers M. Worley, parce qu'il en connaît un chapitre, justement, les Jeux Olympiques, la Coupe d'Europe... Enfin, vous avez été derrière un peu l'organisation et mettre un peu en place le cadre juridique de ce genre d'événements internationaux, européens, mais pas que. Alors, je suis restée un peu sur ma faim par rapport au challenge, peut-être. C'est très bien, nous avons parlé de beaucoup de points positifs. Mais est-ce que c'est un challenge, selon votre expérience, que ce soit 3 pays différents qui accueillent ce genre d'événements ? Bien, bravo le Maroc. Merci. Bravo le Maroc. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps pour que ce pays ait une participation aussi importante à une Coupe du Monde. Je ne comprendrai jamais pourquoi la FIFA en 2010 a octroyé l'organisation du mondial à l'Afrique du Sud et pas au Maroc. Mais le passé, c'est le passé et l'avenir vous appartient. Bravo. Alors... Je fais partie effectivement en ce moment du comité d'audit de Paris 2024, donc les Jeux Olympiques à Paris. Le CIO revendique la place de premier événement mondial. Ce qui est vrai par contre, c'est que les Jeux Olympiques ne feront jamais sortir la population dans la rue comme peut le faire un mondial de football. La France a connu de grandes heures, les Champs-Élysées n'ont jamais connu autant de monde qu'après la victoire en 1998. J'ai eu la chance, en 1998, de faire partie du comité d'organisation en tant qu'avocat et de faire toute la Coupe du Monde de A vraiment jusqu'à Z. Vous ne pouvez pas vous imaginer, lorsque vous allez être le 1er janvier 2030, le monde entier aura les yeux focalisés sur les 3 comités d'organisation. Vous allez devenir une des entreprises les plus visibles du monde. Tous les médias seront concentrés sur vous pour ce que ça a de merveilleux et pour ce que ça a de pire, d'accord ? Mais cela vous donne une idée du défi que ça représente. Alors, une Coupe du Monde à 3 États, parce qu'on va laisser de côté les 3 matchs qui vont avoir lieu plus pour des raisons commémoratives en Amérique latine, c'est vraiment une Coupe du Monde organisée par le Maroc, par l'Espagne et par le Portugal, qui sont 3 pays avec quand même une très grande convergence au départ. Mais
Lorsque vous multipliez le nombre de pays organisateurs, oui, par nature, vous multipliez les difficultés. La FIFA, en 2002, lorsqu'elle a fait pour la première fois une organisation, a dit on a multiplié les difficultés par 2 sans multiplier les recettes par 2. Bon. Alors, depuis, c'est un défi qui visiblement n'a pas effrayé la FIFA, puisqu'on a maintenant une co-organisation avec 3 États. Mais oui, ça nécessitera nécessairement un petit peu plus de coordination. Il y aura un comité d'organisation par pays, il y aura un comité de centralisation qui va coordonner les 3 comités, c'est inévitable. Et tout ça va se faire sous l'œil permanent de la FIFA. Ça, il faut vraiment également en être conscient. Le Maroc ne va pas organiser sa Coupe du Monde. Le Maroc va organiser la Coupe du Monde de la FIFA au Maroc. Voilà. Donc, ce qui veut dire que toutes les initiatives, toutes les stratégies qui vont être décidées vont être en fait assez imposées par la FIFA. Là où on peut être très optimiste pour le Maroc, c'est qu'une Coupe du Monde a évidemment un intérêt médiatique pendant la compétition. Et franchement, si votre équipe nationale fait aussi bien qu'en 2022 au Qatar, le Maroc peut être très optimiste. En tant que supporter de l'équipe de France, je peux vous dire que de la 10e à la 80e minute, on n'était vraiment pas rassuré. Bon, ça allait un petit peu mieux après le 2e but, mais en tout cas, si votre équipe nationale est au niveau, vous allez vivre un moment formidable. Mais ce moment formidable, il a quelque chose d'éphémère. Et un événement aussi important qu'une Coupe du Monde ou un Jeux Olympiques ne sera utile pour le pays que si le pays a une vraie vision derrière l'événement. Et je vais vous donner 2 exemples. Athènes, Jeux Olympiques. 1 an après les Jeux Olympiques, vous marchez dans les allées du stade qui était devenu quasiment une ruine. 98 en France, lorsque la décision est prise de créer le Stade de France, la zone est la plus grande friche industrielle d'Europe. 20 ans plus tard, c'est devenu le 3e centre d'affaires de l'Île-de-France et 25 000 emplois sont localisés, mais parce qu'il a fallu une vision d'État, et ça, ce n'est pas la fédération marocaine qui pourra le faire. Mais là où vous pouvez être très optimiste... La vision d'État, elle est déjà, c'est ce que expliquait, si je me permets de vous interrompre, très cher maître Worley, la vision est là. La vision, elle est portée au plus haut niveau de l'État par je dis que Sa je suis Majesté très le roi optimiste Mohammed pour le VI Maroc, himself. Donc, parce qu'il y a cette vision derrière. Et donc, vous pouvez être très optimiste sur la qualité de l'organisation qui sera du domaine quand même de la fédération, et puis la qualité de l'héritage, et qui sera, j'en suis sûr, présente, parce qu'il y aura cette vision étatique derrière et cette volonté de faire quelque chose de l'événement. J'aimerais bien écouter justement monsieur le secrétaire d'État Correio sur la vision, about the vision of Portugal to capitalize on organizing such event to strengthen the bonds, the relationship with the historic partner that is the Kingdom of Morocco, as well as the closest neighbor, which is Spain, but as well as actually Mr. Worley mentioned the challenge because Morocco it's the first time that Morocco is hosting the World Cup, and it's as well the case for Portugal. So how those 2 first organizers of the World Cup would capitalize on the investment that would go into the World Cup, as well as strengthening more their relationship, their historic relationship, knowing that Morocco is the first partner of Portugal in the world, in the Arab world and in Africa, second out of the European Union after the United States. So, Portugal, Morocco and Spain. I think Portugal, Morocco and Spain have to organize the best World Cup ever. Yeah. And to do that, the World Cup is not only football. It's about football, but not only football. It's not enough building stadiums. We have to think about the impact of the World Cup
in the tourism, in the healthcare facilities, in the security, and in the transport mobility, and also in the international prestige from the three countries. And it's a big opportunity to all the three countries. Yes, the 2030 World Cup brings more economy because the tourism will increase, and we will have business opportunities associated with the event, and all of this impact in the jobs opportunities. But to achieve the objectives and to achieve the objectives that we proposed, we can't talk only about economic and sport development. You have to ensure the sustainability event, the environment sustainability and social sustainability. The World Cup, to be the World Cup ever, the sustainability is not priority, but the rule. Sustainability is the rule from the 23rd World Cup that I think about the opportunity to Morocco, Spain, and Portugal. What would you tell us about the sustainability of development of the youth and through the sports? An example, social sustainability. You have to create jobs to stay after the World Cup, and good jobs to the young people to believe that opportunity, the 2030 World Cup, increase economy to their countries, positive economy. And when we talk about environment sustainability, you have to combat the climatic change. And you have to see this event will be organized in 2030. With today, we have that priorities and preoccupations. In 2030 is more than is more. And I think this the big step to this tournament, the 2030 World Cup, is sustainability, economic, sports, social and environment sustainability. Thank you. Abdou Diop, je vous voyais acquiescer justement. Il y a ce point très important. Il y a effectivement ce challenge qui est le changement climatique. Comment le rendre en tant qu'opportunité et le mettre aussi en avant dans un continent qui ne pollue pas, mais subit les effets justement du changement climatique. Tout cela, bien évidemment, pour ne pas sortir un peu de notre thématique principale, tout cela dans l'inclusion, c'est-à-dire inclure aussi ce concept-là dans les politiques publiques des pays, d'ailleurs que des gouvernements aussi, peut-être que vous accompagnez au sein de Mazars. Je pense que l'élément central, hein, c'est ce que le ministre rappelait, c'est cette durabilité dans tout ce qu'on aura à faire. Donc effectivement, quand on dit durabilité, il faut que cette Coupe du Monde soit vraiment un élément qui permette de renforcer la coopération entre les trois pays. Quand je dis renforcer la coopération, à tous les niveaux. Hein. Aujourd'hui, on va effectivement dans la construction de stades, dans le renforcement du transport de connectivité entre les pays, dans le renforcement aussi des infrastructures touristiques et hôtelières. Il faut que tout cet élément durabilité soit intégré, et bien sûr intégré dans le cadre d'une coopération. Il ne faut pas que cette Coupe du Monde, en termes d'organisation, on ait effectivement 3 comités d'organisation qui chacun tire dans le même sens. Il faut vraiment utiliser cette Coupe du Monde comme un élément de renforcement de coopération. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels effectivement, on a l'habitude de coopérer économiquement, d'échanger, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas l'habitude de coopérer. Aujourd'hui, on est ensemble dans une offre à un monde qui va venir visiter ces 3 pays. On doit coopérer en matière de tourisme,
auparavant, quand les gens venaient visiter le tourisme, on n'avait pas l'habitude de faire de la copromotion du tourisme. Aujourd'hui, on va devoir le faire. C'est-à-dire que des gens qui vont venir pour la Coupe du Monde vont aller au Maroc, vont aller au Portugal, vont aller en Espagne, ils vont se rendre compte que finalement, aujourd'hui, on parle de la prochaine Coupe du Monde, Mexique, Canada, États-Unis. Je vous assure qu'on aura à faire beaucoup plus de kilomètres que Lisbonne est à 1h, Madrid est à 1h15. On est vraiment dans un cadre qui est de proximité et les gens ne s'en rendaient pas compte auparavant. La Coupe du Monde va permettre réellement de créer ce lien et cette co-construction sur le tourisme. Sur la partie coopération sportive, aujourd'hui, M. Correa était président d'un club de sport. Je pense qu'il n'a jamais pensé créer de la coopération avec un club marocain de sport. Aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de clubs européens sont en train de coopérer avec les clubs locaux pour construire l'avenir de la jeunesse. Je pense que c'est l'occasion justement de créer ces liens de coopération et de rendre vraiment la Coupe du Monde une Coupe du Monde durable où on travaille ensemble, où on crée des infrastructures durables ensemble, où on crée du tourisme durable ensemble, où on crée vraiment ce lien de coopération. Je pense que c'est une opportunité unique. On n'a jamais eu des pays ayant autant d'enjeux similaires à voir ensemble l'organisation d'un tel événement. Donc c'est l'occasion de vraiment travailler main dans la main pour construire cette durabilité. Et effectivement, c'est très important de dire que la Coupe du Monde n'est pas une finalité. Il doit être un accélérateur de transformation structurelle de nos différentes économies et de nos différentes sociétés. Et quand je dis accélérateur, oui, on avait en projet le grand stade de Casablanca, mais le grand stade de Casablanca va continuer à exister après la Coupe du Monde. C'est le cas du Stade de France. Aujourd'hui, ça a pris du temps. La Coupe du Monde va être un effet accélérateur. Mais ne l'oublions pas, on a 2 grands clubs qui peuvent remplir ce stade tous les week-ends. Donc, ce n'est pas quelque chose. Et on a des événements qui se tiennent au Maroc qui peuvent remplir ce stade. Et pareil pour les hôtels qui vont se construire. Donc, il faut vraiment qu'on soit dans cette logique d'éléments d'accélération et non pas de finalité en soi. C'est ce qui va permettre de créer. Et lorsqu'on parle de job durable, oui, c'est clair. Aujourd'hui, dans notre plan touristique, la Coupe du Monde va être un élément qui va nous permettre d'accélérer le plan de transformation touristique du pays. Parce qu'effectivement, on était dans une logique où on faisait notre promotion du tourisme. Peut-être qu'à partir de maintenant, on va même voir nos offices du tourisme travailler dans des offres de promotion communes, parce que ça va être le cas pendant la Coupe du Monde, donc ça va continuer par la suite. Vous savez, il y a des gens qui viennent en Espagne, je pense, qui ne se sont jamais imaginé que l'Espagne était aussi proche du Maroc. Aujourd'hui, ils vont le découvrir de manière concrète à travers la Coupe du Monde. C'est le cas aussi de rapprochement et d'intégration des nations africaines. C'est-à-dire que la Coupe du Monde n'a jamais été aussi proche. Bon, effectivement, oui, c'était l'Afrique du Sud qui a accueilli la compétition dans les années 90. 2010. Mais c'est très clairement, hein, ça va être aussi un élément d'intégration sur le continent. Moi, je suis certain qu'il y a des supporters qui vont prendre la route de Dakar pour venir regarder les matchs à Casa ou à Agadir ou à Marrakech. C'est certain. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et pareil, hein, vous avez beaucoup de touristes africains qui venaient au Maroc qui n'ont jamais imaginé que le Maroc était aussi proche de l'Espagne et qu'ils pouvaient faire du tourisme en venant à Tanger, ensuite en passant quelques jours en Espagne. Donc il faut qu'on puisse vraiment structurer cette Coupe du Monde comme un élément accélérateur de développement, donc vraiment un accélérateur de développement durable, mais aussi un élément de renforcement de la coopération concrète entre nos 3 pays. Et je pense que ça va être le plus gros gain de cette Coupe du Monde et l'intérêt pour toute la jeunesse africaine. Alors, le plus gros gain, on parle d'opportunités. Quelles sont les opportunités justement de coopération dans le football entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, notamment dans les échanges de talents. Voilà. Et aussi, quelle opportunité pour ces jeunesses? Oui, alors effectivement, les échanges de talents, si on considère les footballeurs dans un premier temps, on va considérer le branding, effectivement, mieux se connaître, c'est peut-être aussi développer des unités de formation ensemble.
c'est un pays voisin, quoi. Nous sommes effectivement très liés. Donc pourquoi ne pas, j'allais dire, inventer ou réinventer un modèle de coopération, notamment dans la formation des jeunes, avec une formation à double, non pas à double tranchant, mais à double opportunité. Parce que, vous savez, on parle beaucoup du double projet, mais la carrière moyenne d'un footballeur professionnel, c'est 4 ans. Alors ce qu'on voit à la télé, eh oui, c'est 4 ans. En moyenne, un footballeur professionnel. Ce qu'on voit à la télé, on les suit depuis très longtemps, mais n'oublions pas qu'un accident de vie, n'oublions pas que parfois une chute de niveau, ça nous emmène parfois des footballeurs à continuer une carrière qui n'est pas forcément professionnelle ou semi-professionnelle. Donc là, il y a aussi, et je rejoins j'allais dire mes camarades de réflexion, il y a aussi évidemment au niveau de la formation même du métier du football, peut-être à se différencier et à inventer quelque chose. Vous savez, cette Coupe du Monde, elle est belle. Elle est belle parce qu'elle a des contraintes. Elle est parcellaire. Alors, vous voyez, dans un premier temps, si on veut avoir la Coupe du Monde, on aimerait bien avoir la Coupe du Monde pour soi tout seul, pour le royaume tout seul, pour sa nation tout seul, en faire, lui donner le design finalement qu'on aimerait avec la patte, avec l'image, hein, avec notre signature. Donc, première contrainte, il va falloir faire une Coupe du Monde à 3, donc avoir une partie de la Coupe du Monde, hein, voilà. Ça veut dire que chaque pays ne doit pas non plus se fondre. L'Espagne, le Portugal et le Maroc, qui ont des entités propres, eh bien, il va falloir résoudre l'équation en faisant ressortir ces identités propres dans sa couleur, dans ses mots, dans son rythme, dans la scénographie de la Coupe du Monde, si vous voulez, tout en collaborant. Alors je pense que les collaborations peuvent être effectivement parfois aussi en marge du terrain, en marge de l'événement sportif. Elles sont là, les collaborations. C'est ce qu'on appelle l'héritage, l'après qui est tellement important, parce que faire une Coupe du Monde, ça coûte cher. Donc considérons qu'une Coupe du Monde est un investissement, c'est une chance. Donc qu'elle doit rapporter dans le temps, bien sûr par le tourisme dans un premier temps, mais après par bien d'autres choses, des nouveaux emplois, des nouvelles dimensions de l'innovation, réunir des gens, une Coupe du Monde différente. On l'a fait à 3, on garde chacun notre identité, mais on collabore effectivement sur des projets communs. Voilà pour moi l'équation. Merci. Maître Werly, bon, effectivement, vous avez dressé tout à l'heure une liste de prérequis, j'ai envie de dire, pour la réussite d'un tel engagement, d'organiser entre 3 partenaires une Coupe du Monde. Aujourd'hui, la Coupe du Monde est beaucoup plus transparente. On sent que, effectivement, beaucoup de choses ont changé. Peut-être un mot aussi de ce pouvoir, hein, du ballon rond dans les instances internationales qui font des fonds aussi des personnes, mais aussi des réputations et aussi des grands de ce monde. Bah, oui, alors, avant de répondre à cette question, je voudrais juste revenir sur le débat précédent sur l'impact au niveau sportif d'une Coupe du Monde. Vous avez un élément qui est quasiment présent dans tous les pays qui ont organisé une Coupe du Monde, qui l'est d'autant plus lorsque vous avez une équipe nationale qui va assez loin dans la compétition, c'est l'augmentation du nombre de licenciés. Vous avez là un effet mécanique, et là encore, je crois qu'il y a une véritable chance pour le Maroc, parce que le Maroc a, de par mon expérience, une fédération du football qui est extrêmement structurée par rapport à beaucoup de ses confrères, avec une direction technique nationale qui est vraiment ce qui se fait si ce n'est de mieux, en tout cas, à des standards très élevés. Donc ça, c'est un impact de long terme sur la pratique du football en France, au Maroc, pardon, qui, à mon avis, sera présent et sera bien exploité ensuite par le Maroc. Alors, pour revenir ensuite à votre question, oui, bah, le football, le sport en général, mais le football en particulier, est devenu une industrie à part entière. Alors, vous mentionnez les chiffres tout à l'heure, c'est effectivement très, très impressionnant. Regardez ce qui se passe au niveau international.
On voit arriver dans le football, alors est-ce que c'est pour le bien, est-ce que c'est pour le moins bien, je ne sais pas, mais vous voyez arriver des investisseurs tels que les fonds de private equity qui se mettent à investir de façon importante dans les clubs, notamment en Europe, chose qu'on ne voyait absolument pas il y a même 5 ans, et qui crée d'ailleurs des problèmes extrêmement complexes de multipropriété et de ce fait-là de transparence des compétitions. Donc c'est une industrie à part entière. Voilà. Alors les institutions internationales, elles sont évidemment extrêmement puissantes. C'est pas un secret que le président de la FIFA se déplace quasiment comme un chef d'État aujourd'hui. Et quand il n'est pas reçu au niveau qu'il considère être le sien dans le pays d'accueil, il le fait savoir. Voilà. Donc on a aujourd'hui une institution, la FIFA, qui est l'UEFA, qui est la CAF, qui sont des institutions extrêmement puissantes, avec des décisions qui ont des impacts politiques, économiques, sociaux, diplomatiques aussi, parce qu'il y a cet aspect diplomatique un peu bien sûr. Du football. Vous avez des tas d'ouvrages qui ont été écrits sur le football et la géopolitique. Donc oui, ce sont des décisions extrêmement importantes, je vous dis, avec des conséquences qui sont des conséquences extrêmement larges et qui vont structurer la vie de certains pays, de certaines régions. Très bien, justement, cet outil géopolitique du sport et peut-être un mot sur le cas Maroc, Tamer Orfi. Le foot outil d'émergence géopolitique. Ben oui, tout à fait, parce que quand le Maroc cherche à accueillir une compétition africaine, c'est pour la beauté du sport, pour le plaisir du sport, mais aussi parce que c'est un pays qui a la capacité d'accueillir, de nourrir, de voir la mobilité des gens, d'assurer la sécurité, et ça renforce l'image du pays, ça vient servir l'image d'un pays. Alors, moi, la question, elle a aujourd'hui beaucoup de sens. Nous sommes en 2023, et 2030, c'est tout à l'heure. C'est vraiment tout à l'heure. C'est-à-dire, et on le sait, le Maroc n'a pas commencé à travailler, il bosse dessus. On accélère un certain nombre de chantiers. Nos partenaires co-hosts font la même chose chez eux. Et moi, j'ai envie de dire que, d'abord, sur certains sujets qui peuvent être des points de vigilance auxquels il faut faire attention qu'on a écoutés jusqu'à présent. Je n'ai aucune inquiétude parce que il faut quand même que nous nous disions que le Maroc, le Portugal et l'Espagne, entre États, sans que ce soit vu dans les médias, travaillent déjà sur de grandes questions de sécurité, sur de grandes questions d'intérêt commun, sur de grandes questions de relations entre les pays, etc. Donc, ça ne se passe pas sous forme de beaux événements dans des grands stades, ce type d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes et les hommes, au niveau de l'État, savent travailler ensemble. Là, c'est un projet qui est commun, et j'ai la conviction que nous aurons l'intelligence collective, avec les compétences collectives de la part des 3 pays hôtes, pour pouvoir faire le travail dans les meilleures conditions. Et je suis convaincu qu'il n'y aura pas d'obstacle, ni culturel, ni de langage, parce que nos populations ont des attentes énormes sur ces sujets. Deuxième élément, c'est que, on l'a mentionné tout à l'heure, l'expérience en Amérique du Nord elle va être avant nous et nous en tirerons des enseignements pour apporter les ajustements nécessaires. En particulier sur les questions d'empreinte carbone, sur les déplacements. Parce qu'il ne s'agit pas de se lâcher et de faire n'importe quoi, sachant que d'ici 2030, on verra encore la température augmenter dans un certain nombre de régions et les nôtres. Le Portugal souffre de sécheresse, souffre de manque d'eau, souffre de feu. L'Espagne souffre de sécheresse, souffre de manque d'eau. Et le Maroc, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons, regardez, le ministre portugais nous dit, il veut, et au Portugal, la vision du Portugal, c'est un engagement durable, à tous les niveaux, sur l'emploi créé, sur les questions environnementales, sur les questions sociales et sur les questions économiques.
ça aurait pu être un ministre marocain qui dise la même chose. Nous avons les mêmes intérêts, c'est ça que je veux dire. Et nous allons fonctionner avec la même matrice. Alors maintenant, comment nous, Marocains, nous allons pouvoir utiliser cet événement? D'abord, il faut l'utiliser, et ma conviction personnelle, c'est pas tirer la couverture à nous pour dire le Maroc organise. Le Maroc co-organise. Et à chaque fois qu'on dira co-organise, on insère le Maroc à la dimension européenne avec son identité arabo-méditerranéenne et africaine, à l'Europe, dans la réalité de ce qu'est le Maroc, parce que entre l'Afrique et l'Europe, nous co-organisons, et à chaque fois qu'on co-organise, on tire vers le haut l'ensemble de la dynamique qui se passe dans la rive sud Méditerranée et sur la partie africaine. Le deuxième élément, c'est que regardons, pour une fois, j'espère que d'ici là, on aura regagné de la paix autant sur le continent africain qu'en Méditerranée. Et souvenez-vous, notre destin commun, c'est que pour cette partie du monde, nous autres Marocains, nous sommes l'Occident de l'Orient. Nous sommes des Occidentaux, nous avons en commun l'Atlantique, que ce soit pour la partie nord de l'Espagne ou pour la partie de la Méditerranée, du Portugal. Nous sommes des Occidentaux dans ce sens. Eh bien, en tant qu'Occidentaux, nous savons que la Méditerranée a les mêmes fragilités géopolitiques. Nous allons pouvoir parler de cette région et prendre une position d'une image extrêmement positive qui vient servir des émotions positives autour du sport et que nous puissions ensemble, en tant que co-organisateurs, bénéficier de cette dimension. Alors après, il y a les sujets d'ordre classique. On va booster le tourisme et l'économie. Il faut en faire en sorte à ce que, comme a dit le ministre, nous puissions les uns et les autres travailler pour avoir des compétences qui créent de la dynamique et sur des jobs durables. Donc, lasting jobs, et ça, c'est extrêmement important. Et ça va passer par quoi? Ça va passer par la capacité à doter les gens des métiers dont on aura besoin demain, mais des métiers qui vont servir la Coupe du Monde, mais qui vont servir le service globalement. On va pouvoir travailler sur l'image du Maroc sur la scène internationale. On va pouvoir renforcer et développer la fierté des Marocains et des Marocaines. Renforcer notre unité en tant que pays qui est respecté avec les autres et qui apporte sa contribution la main dans la main avec nos partenaires portugais et espagnols. On va pouvoir continuer à traiter en termes géopolitiques l'influence, que ce soit dans la diplomatie, que ce soit dans les relations internationales, que ce soit dans l'économie, que ce soit simplement dans les transactions commerciales, que ce soit simplement pour prendre un avion Royal Air Maroc. Notre compagnie va pouvoir renforcer sa flotte d'ici 2030. Vous connaissez, vous avez entendu parler du plan de développement, mais elle ne le fait pas dans la compétition avec TAP ou avec Iberia. Elle le fait pour répondre à un besoin qui est Casablanca en tant que hub sur l'Afrique et sur la région. Donc, on va pouvoir donner la chance à des gens de tester le produit marocain, la compagnie nationale. Alors, quand un passager qui vient d'une région du monde monte à bord de la Royal Air Maroc, il a les couleurs, le son, la musique, les têtes. Il a déjà des goûts et des odeurs du Maroc, si je peux dire ainsi. Il est déjà en immersion, il est déjà en train de tester le produit. Et donc, ça donnera peut-être envie à des gens de continuer à développer la relation avec le pays. Et enfin, ce n'est pas des moindres. Maître Virli, tout à l'heure, a dit, en espérant que le Maroc fera des prouesses comme il l'a fait en 2022, nous avons d'abord 2026 et on s'attelle à y travailler. Mais il y a l'excellence sportive. Le Maroc ne cherche pas simplement à accueillir. Le Maroc travaille pour faire de l'excellence sportive. Nos co-organisateurs, l'organisation, on l'a compris, c'est la FIFA. De toute façon, la FIFA a la puissance d'un État. Géopolitiquement, il faut se dire, la FIFA a une puissance d'un État, et quand la FIFA bouge, il faut faire attention. Donc ça, on est d'accord, c'est évidemment la FIFA. Quand je dis organisateur, c'est co-host, au sens co-host, où nous allons travailler ensemble. Mais évidemment, nous allons travailler avec nos équipes nationales pour donner de l'engouement, etc., pour que les prouesses sur le terrain et les points marqués sur le terrain, comme on l'a vécu en 2022, portent l'image du Maroc pour donner de la fierté au monde arabe, donner de la fierté à l'Afrique, mais donner aussi de la fierté à d'autres pays de la région sud du monde
qui n'ont pas été jusqu'à ce niveau et qui voient le Maroc un modèle pour leur sport. Mr. Correa, so how do you think can football be used as a tool for sports diplomacy? And we started this discussion with the historic relationship, with the historic bonds between both sides of the Mediterranean, namely Spain, Portugal, and Morocco. And another thing in common, and it has been just mentioned by my dear colleague Tamil Ghorfi, is that we both look to the West. Let's say we're very open to the western part of the world, namely to the Atlantic Ocean. So how could this maybe accelerate this connection through the Atlantic Ocean? So this joint bid represents 3 countries and 2 continents. It's a strong joint bid, unique. And you have to be present the 2030 World Cup represent the sports values. The sport values, the strongs, and the universal sports, universal values. The peace, the solidarity, the tolerance, the equality, integrity, inclusion, many more values, but these strong and universal values represent this joint bid. And all the things we'll do about the 2030 World Cup have to be present these strong and universal values. And it's a big opportunity not only Morocco, but to Spain and Portugal to show the world what you can do better. At 2030, we will have 2 more Olympic Games, 2024, 2028, and 1 World Cup, 2026. And 2 of these 3 events will be in America, okay? The 2028 Olympic Games in Los Angeles and the next World Cup. So the Atlantic join these international events, and Portugal and Spain history have stays in South America, North America, and we know you have more responsibility when we talk about the 2030 World Cup sustainability. And the values are also priority to the 2030 World Cup sustainability. Thank you. One of the values is fair play. I'm closing this discussion in a few minutes, as you can see on the country there. So what is your expectations for the team of Portugal for that next where do you think they shall go to? Semi, maybe final. In Portugal is a difficult question. Okay, but let the difficult question for the end. Okay, yes. Portugal plays always to win. Okay, Portugal was European champion. Portugal in the many World Cups go far to the semi-finals. Except when they play against Morocco. Except against Morocco. No. But I believe a lot in the Portugal team. You have a great players, a great coach. We have make a good marks in the qualification from the next European Cup. I believe in this young generation, Portuguese players.
in the federation, Portuguese federation, make a good work. And I believe Portugal fight to the title. I believe Portugal, if I believe Portugal plays always to win, I have to believe Portugal will be champion of the world. Okay. Thank you for your very straightforward answer, and it wasn't an easy question, I must admit. Sorry. Okay. So, the more difficult question is if Cristiano Ronaldo will play or not. No. Thank you for. I think you answered questioning me. Thank you. Yeah, you answered indirectly because you were talking and praising the youth of the Portuguese team. So I quite understood where you were going to. Cristiano is a great player. Yeah. He are in the football history, and today he's a great, biggest player. And we have to believe in Cristiano Ronaldo. I hope he will make many goals and many victories to Portugal. Again. Bon, je préfère clôturer comme je le fais souvent, en donnant littéralement un mot pour chacun, pour nous donner soit ses projections, ses ressentis, peut-être les choses à ne surtout pas rater pour cette prochaine Coupe du Monde, pas prochaine, mais celle d'après, de 2030, donc co-organisée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Je commencerai par vous, Maître Worley. Il y a trois choses qui sont très importantes. Le transport, la sécurité et la gestion des flux, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, etc. La sécurité est clairement un enjeu capital. Pour vous donner une idée, à l'Euro 2016 de football, le budget de la sécurité était 32 millions d'euros. Pour les Jeux Olympiques à Paris, nous passons à un budget sécurité de 330 millions d'euros, multiplié par 10 en 8 ans. Donc c'est vraiment un enjeu colossal, mais là, la bonne nouvelle encore, c'est qu'on parle d'une co-organisation entre des États qui ont l'habitude de travailler ensemble sur ce sujet. Enfin, dernière chose, de mon point de vue, il faut savoir aujourd'hui que les fan zones, qui sont les zones qui rassemblent les supporters qui ne peuvent pas avoir accès au stade parce qu'ils n'ont pas accès aux billets, les fan zones aujourd'hui accueillent plus de spectateurs que les stades eux-mêmes. Et là, je crois que le Maroc, avec son sens de l'hospitalité, son sens de la fête, a probablement un instrument pour faire de cet événement un souvenir impérissable pour le Royaume. Voilà. Inch'Allah. Thank you. Merci. Monsieur Ribaton, dernier mot. Oui, pour conclure simplement quelque chose peut-être de plus généraliste, j'ai envie de dire que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde a été ému, je crois, par le Maroc, ému sportivement l'année dernière. Vous savez, moi j'étais en classe avec des élèves le jour de la demi-finale de la Coupe du Monde et on va dire, on s'était dit, de toute façon ce match-là on le gagne parce que si c'est la France qui gagne, nous sommes français donc c'est super. Si c'est le Maroc qui gagne, il y a quelque chose qui fait en nous, qui fait écho et c'est nous aussi qui allons gagner. Je crois, pour finir, je vais vous dire, le Maroc, l'Espagne a eu... J'ai du mal à vous croire. Comment ? J'ai du mal à vous croire, hein, mais bon. Non, je crois que vous savez, il y a ce qu'on écoute, il y a ce qu'on ressent, et il y a une France qui est très partagée. Voilà. Et non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le Maroc a rendez-vous avec le monde. Si on devait rejouer un autre match sur la prochaine Coupe du Monde, parce qu'il s'agit plus de vous football. Gagnerez encore. Je veux dire, il s'agit d'humanité. Très bien. Donc on gagnerait quand même, vous voyez. Non, le Maroc a rendez-vous avec le monde. Avec son destin peut-être, avec un destin économique, politique, et avec l'Europe via nos amis du Portugal et de l'Espagne. Donc tous derrière cette Coupe du Monde-là. Exactement, et puis pour reprendre peut-être Bob Marley, c'est très mal placé, mais when you know your history, you know where you're going to and where you come from. Et c'est ça en fait, nous avons une histoire commune, ce sont des faits qui datent de plusieurs centenaires, qui est pluricentenaire, et nous avons un destin en commun qui s'inscrit aussi dans la durée. Abdou Diop,
une petite Oui, conclusion. Conclusion, c'est pas une conclusion. Moi, je dirais juste qu'avec un certain nombre d'amis, dont Brahim Fassifiri, d'ailleurs, on a l'habitude de chaque fois de déménager pendant la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique, parce que bon, nous sommes de grands amateurs de foot et nous y sommes toujours. Là, on aura la chance entre la Coupe d'Afrique 2025 et 2030 d'être là, donc ce sera superbe et j'espère que justement tout cet engouement populaire qui a été porté durant la Coupe du Monde 2022, tout ce qui a été préparé depuis, aura sa consécration en 2025 et 2030, parce que là aussi, c'est un enjeu et il faut que tout ce qui a été investi puisse porter des fruits et aussi continuer à donner des fruits dans l'avenir. Et moi, j'en suis convaincu. Et ce que je disais, quand j'écoute tous ces enjeux, que ce soit la sécurité, la vision, etc., je veux dire, pour moi, pour le Maroc, ce n'est pas vraiment des enjeux. On est déjà dedans. Ce n'est pas la Coupe du Monde qui crée ces enjeux, c'est des enjeux qu'on a déjà pris en main et qu'on est en train d'adresser de manière... De relever, on a vu pendant le tremblement de terre toute la résilience, toute l'organisation, toute la gestion. Donc oui, c'est certes des enjeux, mais c'est des enjeux qui sont déjà pris en main et on n'a pas attendu la Coupe du Monde pour adresser ces enjeux. Donc moi, je suis très confiant sur le fait que c'est une Coupe du Monde qui va être accélérateur de beaucoup de choses et aussi fédérateur de cette dynamique continentale que le Maroc dans laquelle le Maroc s'est engagé et fédérateur de cette coopération triangulaire que le Maroc a aussi beaucoup développée avec l'Espagne et le Portugal. Et ça, c'est une bonne chose. Gardez votre micro allumé. C'est une très bonne chose. Et juste pour rappel ou pour information, Monsieur Abdou Diop vient de publier un ouvrage intitulé « Le lion sort de sa tanière », sans préciser si celui de l'Atlas ou de la Teranga. Et du coup, je vous pose quand même la question, si il venait... Comment vous faites, en fait? Je connais votre amour pour le Maroc et votre amour pour votre mère patrie, qui est le Sénégal. Comment vous faites quand vous regardez un match Maroc-Sénégal? Je pose vraiment la question. En général, un match Maroc-Sénégal, quand on y va, Brahim est habillé avec la tenue du Sénégal, moi je suis habillé avec la tenue du Maroc. Donc voilà comment ça se passe, pour conclure. Mais bon, ça va être chaud à Abidjan en tout cas. Ça va être chaud à Abidjan, c'est sûr. Et nous y serons, Inch'Allah. Merci beaucoup. Tu as mis peut-être un dernier mot. Je vous laisse vraiment conclure. Je vais être très très bref. Moi, je voudrais dire que lorsque je pense à 2030, je suis convaincu que nous allons beaucoup apprendre. Nous saurons relever le défi de la sécurité et de l'organisation des flux, de l'hôtellerie, etc. Parce que d'autres l'ont fait. Il n'y a pas de raison qu'à trois, nous ne le fassions pas. Ça sera plus complexe, mais j'ai confiance en l'intelligence collective. Et par contre, ce qui me rassure et ce qui me donne beaucoup d'optimisme, c'est que pendant des siècles, le Portugal et l'Espagne ont beaucoup plus regardé ce qu'il y avait en Europe et ont beaucoup plus regardé ce qu'il y avait dans les pays du Nord. Et nous avons, nous autres, regardé beaucoup plus ce qui se passait dans le monde arabo-musulman et en Afrique. Et là, nous allons travailler ensemble pour rappeler que notre destin est commun et qu'on va se rendre compte à travers ce travail, à travers ce brassage nouveau des populations, que nos opportunités communes entre la péninsule ibérique et le Maroc sont énormes. Et je suis convaincu que ça va nous ouvrir des portes d'alliances, de relations, de mariages, de fêtes, de soirées, de sport, de business, d'hôtels, de voyages énormes pour les uns et les autres. Et j'attends avec impatience pour prendre les Espagnols et les Portugais dans mes bras. Magnifique. Magnifique, merci. Merci pour ces mots. Merci Tamer Olfi, Abdou Diop. Excellence, Monsieur le secrétaire d'État Correa. Merci beaucoup. Monsieur Ribaton, Maître Werli. Je vous en prie, si on peut immortaliser ce moment avec une photo de groupe, on peut les applaudir, mesdames, messieurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à modérer cette session.